Le sport pour la vie, c'est une émission où des passionnés de sport, des gens actifs et des entraîneurs viennent nous partager leur histoire et ce que le sport leur a enseigné pour toute la vie. Tout ça dans le but d'aider les parents et les entraîneurs à accompagner les petits et grands sportifs à prendre soin d'eux et à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil. Bienvenue à tous les passionnés de sport pour la vie. Aujourd'hui à l'émission, je reçois un passionné de nature, un passionné de plein air. Je reçois M. Benoît Dumais, bien connu du côté de Saint-Pascal. Bonjour Benoît. Bonjour Annie, ça va bien? Ça va très bien. Benoît, toi aussi? Numéro 1. Benoît, comment vis-tu ta passion du sport, là, qui est la course, entre autres, là, pendant cette période pandémique? Comment on fait ça? J'ai l'avantage de demeurer en campagne, donc j'en profite amplement, même que lors du premier confinement, là, en mars 2020, avril 2020, disons que j'ai fait plus de courses que j'en aurais fait si je n'avais pas été en confinement, parce que moi, je suis enseignant, puis je faisais de l'école à la maison, puis moi, j'enseigne au cégep de Rivière-du-Loup. Donc, le temps que je prenais pour faire le voyagement à Saint-Pascal, Rivière-du-Loup, l'heure que je sauvais, j'allais courir l'heure supplémentaire que j'avais dans ma journée. Ouais. C'est magnifique parce qu'il y a des gens à qui je parle aussi de sport, beaucoup de courses, de marches, et disent c'est ça qui nous reste finalement, là. Oui, puis je pense que mettre du sport dans ta journée, c'est hyper important pour l'équilibre. Que ce soit 15-20 minutes, une demi-heure. Moi, j'aime faire du sport de longue haleine, faire des sorties d'1 heure, 2 heures. Mais si on est en mesure de mettre ça dans notre équilibre de vie, on vit beaucoup plus sereinement. Toi, Benoît, tu as une façon particulière d'intégrer la course à ta vie. Comment tu fais ça? Quel type de course tu fais? Moi, je suis un adepte de course en sentier. Moi, j'ai commencé à courir, ça fait peut-être 10-12 ans. J'ai toujours fait du sport. Puis, lorsque mes enfants sont nés, lorsque mon premier enfant, mon garçon est né, je me suis dit, on manque de temps. Puis là, faut optimiser notre temps, OK, lorsqu'on a des jeunes enfants. Donc, la course à pied, c'est hyper simple. Tu mets des chaussures, puis tu pars. Puis moi, je demeure, comme j'ai mentionné tout à l'heure, en campagne. Donc, je suis un amateur de course de trail, donc de course en forêt, en sentier. Puis, moi, je gère ça, c'est drôle, j'essaie de varier mes parcours. Comme je pars de chez nous, je m'en vais le parc des Séchutes à Saint-Pascal, c'est comme mon terrain de jeu, là. D'ailleurs, cette année, c'est phénoménal parce que c'est déjà tout dégelé. Donc, on peut aller déjà courir aux Séchutes début avril. Habituellement, c'est début mai où je peux m'y rendre. Parfois, je pars vers Saint-Bruno. Parfois, je prends ma voiture, je m'en vais courir le Caburon aller-retour. Je m'en vais aux Aboiteaux à Saint-André. Donc, je me trouve plein d'endroits dans le Kamouraska où je peux... les spots les plus laids, j'imagine. C'est ça, mais on se met à découvrir des endroits aussi qu'on n'aurait pas imaginé. Un des endroits dans le Kamouraska au courir où c'est vraiment beau, là, c'est le sentier du Brise-Culotte à Saint-Pacôme, là. C'est méconnu, mais c'est hyper beau pour faire de la course en sentier. On est vraiment choyé côté paysage au Kamouraska. C'est pour ça que je faisais des blagues en disant que je choisissais certainement les endroits les plus laids pour courir. C'est très difficile d'en avoir des laids au Kamouraska. Et Benoît, ça m'intrigue vraiment ce type de course-là que je connaissais plus ou moins parce que je me suis dit on pratique ça comme un loisir, un petit peu moins comme de la compétition, là, de la course en trail. Oui, l'esprit trail, on appelle ça comme ça. L'esprit trail, c'est pas vraiment... Mais non pas l'esprit de trail. C'est pas très compétitif. Donc, les gens qui courent en trail sont je mentionnais à des amis, là, courir en trail, c'est pas comme courir sur l'asphalte, là, les coureurs d'asphalte que je m'amuse à appeler. C'est comme faire du ski de fond puis de faire du ski alpin. C'est comme deux sports différents.
Donc, en trail, on court pas pour battre un temps, on court pour soi. Puis, moi, je suis adepte de courses de longue distance, là. Je fais ce qu'on appelle des ultra-trails, donc des 40 km en montant. Donc, le but, c'est de doser son énergie, puis pas de battre un record, parce que je vais faire 45 km à quelque part, puis je vais faire un autre 45 km ailleurs, avec pas le même dénivelé. C'est sûr que le temps ne sera jamais le même, parce que les parcours sont toujours différents. Donc, le but, c'est de doser son énergie, puis de s'assurer aussi Parce que quand tu cours 45 km en forêt, là, tu fais pas ça en 3h30 comme courir un marathon, peu importe le temps que les gens font. Il faut que tu te nourrisses, tu fais ça en 6-7 heures. Donc, il y a un aspect technique aussi à prendre en compte. Effectivement, comment tu fais pour garder ça, cette énergie-là tout au long? Parce que dans les sentiers que tu connais moins, bon, j'imagine que c'est étudié un peu avant, mais tu le sais pas qu'est-ce qui s'en vient là, comme dénivelé, par exemple, comme obstacle? Souvent, lorsqu'on s'inscrit à ce type de course-là, on voit le parcours puis on voit le dénivelé. Par exemple, je sais qu'au 10e kilomètre, là, on va avoir une ascension quand même assez importante. On se nourrit puis on s'hydrate. C'est obligatoire d'avoir un sac de course avec de l'eau puis de la nourriture. Il y a des ravitaillements. Mais moi, j'ai comme une technique. Là, je prends à chaque demi-heure, je mange soit la moitié d'une barre tendre ou je prends un gel énergétique. J'ai une poche d'eau normale puis une poche d'eau avec des électrolytes. Donc, je m'assure que c'est avec l'expérience. Je t'avoue que les premières courses, je manquais d'énergie à la fin parce que j'avais moins dosé cet aspect technique-là. Puis il y a aussi beaucoup l'aspect mental. Il faut que tu sois prêt à souffrir un petit peu. Là. Oui, j'y arrivais. Oui, faut que tu aies accumulé pas mal de volume dans les semaines, dans les mois avant pour être prêt de te lancer dans un 40-50 km. Mais une fois que tu as accumulé ton volume, arrêtez, tu es prêt à le faire. Il faut juste que tu sois concentré puis tu acceptes de souffrir dans les montées puis d'aller à une vitesse qui n'est pas une vitesse de ton kilomètre en 4 minutes. Là. Mm-hmm. Tu peux faire un kilomètre en 7 minutes, mais ça, c'est pas grave. Quel état d'esprit ça prend pour réussir à passer à travers ce type de compétition-là? Je te dirais la zénitude. Oh mon Dieu, c'est pas ça que je pensais! Dans mon esprit à moi, il faut être zen. Puis quand tu souffres, là, parce que des fois tu souffres, là, tu te dis un mantra, puis tu penses à tes enfants, puis tu te dis... à un moment donné, tu te dis pourquoi je me suis inscrit dans une course comme ça? Pourquoi donc, hein? Tu finis ta course, 5 minutes après, t'as déjà hâte de voir, d'aller sur Internet pour t'en trouver un autre pour aller t'inscrire à une autre course. Mais ça, c'est toutes les courses que j'ai faites, j'étais dans cet esprit-là. Mais dans peut-être les 2 dernières années, même avant la pandémie, là, je cours davantage pour moi parce que moi, je me disais, des courses de cette envergure-là, il n'y en a pas tellement au Québec. Là. Il y en a quelques-unes, mais moi, je préfère faire une course juste une fois. Puis, j'ai connu le parcours, tout ça, puis en faire une autre l'année suivante. Puis, effectivement, c'est peu connu. Hein? Il y en a un petit peu au Québec, tu dis? Oui, il y en a un petit peu. Dans la Gaspésie, il y en a 2. Il y a Arikana qui est hyper connu là, dans Charlevoix en septembre. Mais Arikana, malheureusement, je ne l'ai jamais fait parce que ça tombe en même temps que mon défi séchute que j'organise à Saint-Pascal. Exactement, Benoît. Justement, je me disais, écoute, tu organises un défi 7 chutes parce que c'est un sentier que tu adores, comme tu as mentionné tout à l'heure. Mais est-ce que c'est possible éventuellement de penser qu'il y aurait un genre de circuit, comme tu viens de nous jaser, là, pour des coureurs plus expérimentés comme toi? J'ai déjà pensé, honnêtement, de faire comme un événement là, dans le Kamouraska avec plusieurs étapes. Là. Une fin de semaine, on va courir au Boisé, à la Bagatière, une semaine au Caburon, une autre semaine à Saint-Pascal, puis au lac de l'Est, il y a un beau sentier aussi, mais l'affaire, c'est qu'on serait peut-être 5-10. Fait que ça prend beaucoup d'énergie pour organiser ce type-là, pour baliser, pour sécuriser, tout ça. Au défi séchute, ce qui est intéressant, au défi séchute, moi, je l'ai fait pour les familles.
le déficit de chute, c'est loin d'être compétitif. Donc, j'ai des enfants de 4 ans qui ont réalisé le déficit de chute. C'est un parcours de 5 km avec des obstacles parce que les gens aiment ce petit challenge-là d'avoir des obstacles. C'est possiblement une des seules courses au Québec où c'est gratuit. Puis, moi, mon principe, c'est de courir avec le plaisir puis courir avec le sourire. Donc, il n'y a aucun chrono puis il n'y a aucun dossard au défi de chute. On part quand on veut. Il y a un départ global. Il y a des gens qui veulent partir 10 minutes après. Ils peuvent partir 10 minutes après, le faire à leur vitesse. Puis lorsqu'ils vont arriver, on va leur donner une petite médaille. Puis tout le monde va être content. Puis c'est l'idée du rassemblement familial, du rassemblement festif. Justement, pourquoi c'est important pour toi d'offrir ça à ta communauté? Parce que ça, de fil en aiguille, là, depuis les années, tu t'es greffé avec plusieurs partenaires sont venus se greffer à l'événement qui est demeuré quand même, comme tu le disais, gratuit. Donc, pourquoi c'est important de créer cet événement-là du défi des 7 chutes et de rendre ça accessible? Bien, mon objectif, c'est de faire bouger les familles, puis de faire la promotion du plein air. Donc, puis de faire découvrir mon village. Moi, le défi des 7 chutes, je ne suis pas seul là-dedans. Là. Ville-Saint-Pascal m'a appuyé dès le départ. Là. Moi, j'ai imaginé le concept, j'ai imaginé le parcours, les obstacles. Je suis allé chercher des connaissances qui travaillent dans le monde en construction. Puis, moi, je ne suis pas un manuel. Là, okay? Donc, non, mais tu es un Dumais. Ben, Camille Dumais, c'est un de mes principaux commanditaires parce que les matériaux, ben, c'est Camille Dumais qui me les a fournis pour construire les obstacles. Donc, j'ai des amis qui travaillent dans la construction. Je leur ai envoyé des modèles, des photos. Je leur ai dit, es-tu capable de me faire ça? Ils me le font gratuitement. Puis, moi, j'ai les obstacles, j'ai le parcours avec la ville de Saint-Pascal. Puis, la ville de Saint-Pascal s'occupe de la logistique, assurance, puis accueil, puis tout ça. Mais le but premier, c'est de faire bouger les jeunes familles. Puis, mon but, c'est pas que ça soit un événement où, excuse l'expression, j'ai des crinqués qui viennent et qui veulent absolument gagner. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'avoir du plaisir. C'est de rester dans le récréatif, un discours qui est quand même, qui fait du sens beaucoup de plus en plus ces temps-ci. Oui, c'est hyper récréatif. Non, mais c'est important parce que le récréatif amène l'aspect du jeu, l'aspect ludique aussi, qui rend ça un petit peu plus aussi amusant. Oui, puis ça enlève toute pression puis tout stress, là. J'ai déjà assisté à des compétitions parce que je suis aussi un entraîneur dans l'âme. Je suis l'entraîneur du club de course de cross-country de mon cégep, au cégep de Verdilou. Puis moi, ce que je dis à mes athlètes, c'est mon but, c'est que vous couriez avec le sourire, OK? Puis qu'une fois que la compétition est terminée, tout le monde soit content, puis on ait eu du plaisir tout le monde ensemble. Puis on s'encourage l'un et l'autre. Les gars courent ensemble, les filles courent ensemble, puis tout le monde s'encourage. Mais je vois d'autres types d'équipes où c'est la performance avant tout, puis la déception quand tu as terminé 6e plutôt que terminé 4e ou 3e comme tu le vivais. Il y a une grosse déception. Ben, moi, c'est pas le type de comportement que je veux voir lorsque je vais faire du sport. Merci beaucoup, Benoît. Mais juste une dernière question. Qu'est-ce qui s'en vient pour le défi des 7 chutes dans ce qu'on sait actuellement, même si on sait que c'est dans le brouillard un peu? Ben nous, on est chanceux parce qu'on n'a pas de grands frais à débourser, là, puis on n'a pas de commande de dossard, et ainsi de suite. Si les promesses gouvernementales sont vraies, puis qu'en septembre, tout le monde est vacciné et tout ça, parce que le défi des 7 chutes, c'est toujours le deuxième dimanche de septembre, ben, on a des grosses chances que cette année, le défi des 7 chutes puisse avoir lieu. Et on l'espère là-dessus. Benoît, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir, Annie. Merci de l'invitation. Je reçois maintenant à l'émission une athlète qui a compétitionné à l'international. On en a entendu souvent parler dans notre coin de pays. C'est une judoka exceptionnelle. Bienvenue, Alix Renaud-Roy.
Merci beaucoup, Annie. Comment ça va, Alix? Ça va bien. Tu es rendu où? Donne-nous de tes nouvelles un petit peu. Là. Ça fait 3-4 ans là, qu'on entend moins parler parce que ça fait 3-4 ans que tu as pris ta retraite, justement. C'est ça, exactement. Mais là, au fond, je suis à Montréal. J'ai pris ma retraite le 1er janvier 2019 parce qu'au fond, j'ai une opportunité de travail à la place que je m'entraînais à l'Institut national du sport. Donc, c'était comme préparatrice physique. Ça a donné que moi, j'ai fait mes études en kinésiologie à Montréal. Donc, ça m'a permis de rester dans le monde du sport, justement, de faire la suite. Une suite un peu plus facile. Donc, tu es maintenant préparatrice physique en quelque sorte, tu dis, ou kinésiologue? Bien, c'est ça, c'est exactement. Mon parcours universitaire, c'était kinésiologie, mais le titre exact professionnel, c'est préparatrice physique. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu as fait vraiment un sport qui est très, très technique. Donc, au niveau de la préparation physique, c'est sûr que tu t'y connais, mais j'imagine qu'il y a énormément de préparation mentale dans le judo, là. Exact. Je veux dire, ça reste que c'est quand même un type de sport de combat. Donc, oui, il y a l'aspect de la préparation physique, mais évidemment, il y a tout ce qui est l'aspect contre l'adversaire. Donc, préparation mentale, super important aussi. Et puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du judo? Là? Parce que ça en a fait quand même longtemps. Tu en as fait combien d'années exactement? Oui. Ça, là, c'est tout le temps une question, ça revient. À chaque fois, il faut que je calcule. Mais... Depuis toujours, finalement. Je te dirais, j'en ai fait presque 20 ans. Quand même, c'est exceptionnel, là, pratiquer un sport aussi longtemps, Alix. Est-ce que tu t'en rends compte? Bien, je te dis oui et non. Parce que l'idée avec le judo, c'est que tu es censé pouvoir en pratiquer toute ta vie. C'est ça qui est quand même intéressant de ce sport-là, même si c'est considéré un sport de combat puis ça peut être difficile sur le corps. C'est que la mentalité derrière ce sport-là, c'est que tu peux en faire jusqu'à temps que... Jacques Dufour, justement, je ne veux pas dire son âge. Jacques Dufour, écoute, ça fait plusieurs années qu'il est sur les tatamis. À 70 ans, il était encore sur les tatamis. Donc, ça donne une idée. Ça lui dérange pas. Donc, on peut en faire vraiment quand même longtemps. Donc, tu as commencé toute jeune, tu dis que tu l'as fait pendant 20 ans. Et c'était justement, est-ce que c'était vraiment un objectif pour toi d'en faire longtemps? Non, l'idée, c'est que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Puis c'est ma mère qui m'a inscrite parce que ma soeur en avait fait avant moi. Puis justement, à ce moment-là, elle continuait à en faire. Fait que, quand j'ai commencé le judo, c'était juste vraiment pour que je puisse bouger. Ma mère m'a inscrit à ce sport-là parce que c'est différent un peu. Puis justement, ça te permet de t'amuser avec tes amis, puis les combats, des trucs comme ça. Je trouvais ça super intéressant. Puis aussi tout l'aspect qui est par rapport à la mentalité du sport. Le judo, c'est d'origine japonaise, il y a un code moral qui est relié à ça. Puis c'est quelque chose que justement, dans la pratique du sport, les enseignants essaient de partager avec les judokas, les personnes qui pratiquent. Tu sais, au départ, c'était vraiment juste une question de fallait que je dépense mon énergie. Moi, j'ai d'une grande famille. Ma mère était tannée qu'on se tiraille. Puis elle s'est dit, regarde, je vais l'inscrire à ça. Puis je faisais du judo en parallèle avec plein d'autres sports. Mais Alix, le judo, est-ce que je me trompe ou quand tu es arrivée il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de filles? Il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, il y avait déjà Marie-Lise Lévesque qui était beaucoup plus âgée que moi, elle avait fait son parcours. Elle avait commencé justement à la Pocatière avec Jacques. Puis après ça, elle a fait le saut à Montréal avec l'équipe nationale. C'est tout le temps quelqu'un à qui elle a un peu pavé le chemin. On s'entend, c'est difficile des fois de partir d'un village où est-ce que justement on connaît tout. Puis après ça, décider, moi, je veux suivre justement ce chemin-là vers l'excellence. Puis être prêt à déménager, puis faire des choix dans sa jeune vie, on va dire, en fonction de ça. Quel type d'adversité on rencontre quand on fait du judo, Alix? Rendu à un certain niveau, je te dirais, c'est sûr qu'une grosse partie de notre sport, évidemment, puis c'est la réalité aussi dans plein d'autres sports, c'est tout qu'est-ce qui touche les blessures. On entend souvent qu'est-ce qui revient au judo, mais évidemment, les commotions. Moi, particulièrement, j'ai subi une blessure à l'épaule, au genou, donc une rupture de ligament croisé, puis aussi un problème avec ma corde des rotateurs. Donc, ces deux blessures-là, mais j'ai dû me faire opérer. Puis au fond, on s'entend qu'à cause de ça, il y a tout ce qui vient après l'opération. Tout ce qui est physiothérapie pour en revenir à 100%. Bien, ça, c'est clair que ça a été, on va dire, dans ma carrière sportive, mais ça a été des épreuves. C'était pas facile. Et comment tu as fait pour revenir justement après ça? Bien, au fond, à la base, j'étais chanceuse parce que vu que j'étais sur l'équipe nationale, j'avais la chance d'être entourée de professionnels qui ont pu me guider là-dedans. On s'entend que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être accompagné de cette façon-là. Mais
on parlait justement de préparation mentale, mais à ma deuxième blessure, parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 blessures sont passées à 1 an d'intervalle. Je me suis blessée à l'automne, à l'hiver, moi, mon Noël, ben ça, je l'ai passé en béquille ou je l'ai passé avec le bras dans une attelle. Fait que le fait d'être accompagnée par des gens comme ça pour m'aider, pour répondre à mes questions, quand justement j'étais découragée, j'étais démotivée, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Le point important pour moi, je pense que si il y a d'autres sportifs qui sont un petit peu dans la même situation, en parler et être capable de bien s'entourer. Il y a une raison pourquoi est-ce qu'on a des professionnels physio, préparateur mental. Quand j'étais jeune, préparateur mental, je pensais que c'était juste des personnes avec des problèmes qui allaient voir les préparateurs mentaux. Je n'avais pas besoin de ça parce que ça allait bien. Mais la réalité, c'est que je me suis rendu compte que quand tu vas voir un préparateur mental, c'est pas juste quand ça va mal. Il faut que tu ailles voir aussi quand ça va bien pour t'aider justement à t'outiller par rapport à tes compétitions, puis aussi tout simplement comment est-ce que tu te prépares mentalement dans chaque jour. Un peu comme si on allait chez le médecin 1 fois par année pour notre santé physique, le préparateur mental aussi. Ben, c'est ça. Même je dirais plus qu'1 fois par année. Alex, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, justement, quand tu as été arrêtée pour ces blessures-là? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte des forces que tu avais? Bien, je me suis rendu compte que j'étais résiliente. Par là, j'entends que ça a été facile de dire « Ah, ben ma carrière de judo, je pourrais la finir là, les gens comprendraient, j'ai une blessure. » J'avais pas l'impression que les gens seraient déçus de moi. C'est une idée que, ben ça arrive dans une carrière sportive, puis des fois, c'est vraiment difficile de revenir de ça. Je te dis, gros morceau de résilience, surtout après ma deuxième blessure. Et je voulais aussi être capable de dire, ben j'ai arrêté parce que moi, je voulais arrêter, parce que j'ai d'autres opportunités, parce que j'ai fait le choix, puis pas parce que je me suis fait dire que je pouvais plus, ou justement, à cause qu'une blessure, ça m'a mis le bâton dans les roues, puis j'ai décidé de ne pas revenir à cause de ça. Quand maintenant tu reçois des gens pour les aider à se réhabiliter, ben c'est quoi tes trucs que tu donnes? Est-ce que tu ajoutes justement un petit peu de trucs mentaux ou bien tous les sports sont différents? Je ne sais pas nécessairement. C'est clair que, je veux dire, je mets ma couleur. En bout de ligne, on travaille avec des gens, fait que c'est clair que quand je vais faire des interventions, que ce soit avec des athlètes qui sont en santé, qui veulent simplement, genre, le but avec la préparation physique, c'est s'assurer que oui, on veut que les athlètes performent, mais c'est aussi pour diminuer le risque de blessure. Puis savoir qu'avec mon passé, justement, j'ai cette expérience-là, ça me permet aussi d'en parler avec les athlètes, puis aussi d'expliquer le pourquoi on fait quelque chose. Moi, j'ai toujours trouvé que m'expliquer le pourquoi est-ce qu'on fait certains mouvements, certaines choses, permet d'avoir un meilleur engagement de l'athlète. Puis aussi comprendre, bon, bien justement, je fais ça parce que j'ai été blessée. Je sais que je suis rendue moins fort, mettons, avec ma jambe droite versus ma jambe gauche. Bien, le fait de savoir le pourquoi je le fais. Peut-être ajouter un petit défi, savoir aujourd'hui, mon objectif, c'est que tu sautes tant ou que tu t'engages, qu'on lève tant de poids. Puis être capable d'aller chercher justement l'engagement de l'athlète pour ça, puis leur faire prendre confiance en soi, dire « OK, oui, je me suis blessée, mais regarde, aujourd'hui, j'étais capable de réaliser ça. » Et est-ce que j'imagine qu'il y a une part de technique, effectivement, que tu as apprise, là, mais est-ce qu'il y a un aspect, justement, mental où il faut vraiment que tu anticipes un petit peu là, ce que l'autre va faire? Bien, je te dirais, c'est drôle parce que tout ce qui est anticipation, des trucs comme ça, je te dirais, c'est pas nécessairement au niveau mental. Qu'est-ce qui, par contre, qui est beaucoup plus mental, c'est l'idée que tu es contre quelqu'un. Fait que je sais qu'il y a des personnes que eux, avant les combats, sont très, très sérieux. Puis il y a une certaine... avant qu'on rentre sur le tapis, il y a un moment, est-ce que tu fais face à ton adversaire? Tu n'es pas encore en train de prendre le shidegi pour essayer de projeter. Fait il y a certaines personnes qui décident, eux, d'arriver sur le tapis puis un peu essayer d'intimider l'adversaire, des trucs comme ça. Fait que je te dirais, côté plus mental, c'est ça, c'est être prêt à dire, OK, ben moi, je suis dans ma zone, je sais ce que j'ai à faire, je sais c'est quoi le plan de match. Ben est-ce que je vais me laisser intimider par ça ou non? Quel est le rôle du coach là-dedans, Alex? Parce que tu en as eu quelques-uns, là, puis maintenant, tu es une sorte de coach aussi, entre guillemets, là. Le rôle du coach par rapport à ça, je pense, c'est justement de nous préparer, être capable justement de préparer mentalement l'athlète à savoir qu'est-ce qu'il va faire.
Moi, souvent, avant des compétitions, je savais toujours c'était qui que j'allais rencontrer à mon premier combat. Donc, on faisait une analyse de l'adversaire que j'allais rencontrer. C'est quoi sa technique forte, est droitière, est gauchère? Moi, par rapport à ça, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je décide d'aller chercher la main en premier au revers, des trucs comme ça? Comment est-ce que je peux la placer d'une façon que moi, justement, ça va me permettre de gagner le combat ou de scorer des points? Et qu'est-ce que tu dirais, pour revenir au coach, Alix, qu'est-ce que tu dirais qui a été le meilleur enseignement pour toi qu'un coach t'a donné? Le meilleur enseignement qu'un coach me donnait, je te dirais que ça revient à quand j'étais plus jeune. Parce que quand j'étais d'âge, on va dire, 16 ans, j'étais rendue à Trois-Rivières, j'ai fait 2 ans de sport-études. J'ai un peu suivi les traces à ma soeur par rapport à ça. Puis le coach que j'avais à ce moment-là, il a fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi par rapport à justement avoir confiance en mes capacités. Parce qu'à cet âge-là, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais moins d'expérience en termes d'entraînement. Je passais d'un entraînement de 3 heures semaine avec des personnes plus de niveau récréatif. Études, que c'est justement des jeunes qui veulent essayer de performer sur la scène provinciale puis nationale. Fait en faisant ce changement-là, c'est les premières années que j'ai subi beaucoup plus de défaites. Fallait que j'apprenne justement à pallier avec ça, savoir, OK, j'ai perdu de telle façon, comment est-ce que je peux m'améliorer? Fait qu'avoir un coach à côté de moi qui m'a accompagné par rapport à ces moments-là, qui était capable de sortir le positif de ça, puis d'aller chercher justement des enseignements du genre, OK, on vient d'apprendre que peut-être que ça, c'est quelque chose sur quoi il faut que tu travailles. Puis aussi de m'aider à me faire sentir bien, puis me faire comprendre que je suis capable de projeter des filles qui sont sur l'équipe nationale ou des trucs comme ça. Moi, ça m'a énormément aidé à cet âge-là. Écoute, Alix, merci beaucoup de nous avoir offert quelques minutes de ton temps aujourd'hui. On te souhaite bonne continuation dans ton métier de kinésiologue et de préparateur physique. Donc, merci encore d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine.